Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette. Et ce soir, débrief de Liège-Bastogne-Liège. Alors, j'ai pas pu voir la course en direct, c'est pour ça que le débrief sort un peu tard. Je viens de le regarder en replay, j'étais en famille ce week-end. Et je pense que c'était quand même important qu'on en parle, puisque c'est la première fois qu'on a vibré devant Liège-Bastogne-Liège depuis pas mal de temps. C'est aussi parce qu'on est français, on va pas se mentir, et que Paul Sexas a été très fort. Mais on s'attendait à un duel, peut-être à un truel entre Remco Evenepoel, Pogacar avec peut-être Paul Sexas en arbitre. Finalement, Evenepoel n'a pas vraiment été présent dans les débats. Et par contre, Paul Sexas, lui, a super bien réagi. Il a fait une course de fou devant un Pogacar tout simplement stratosphérique. Donc je pense qu'on en parle rapidement. Donc j'ai pas suivi toute la course. J'ai compris qu'il y avait une échappée qui était partie à l'avant avec 50 coureurs, dont Remco Evenepoel. Et je crois qu'il y avait que Nico Dens en équipier de Remco. Donc finalement, situation pas si avantageuse que ça pour Remco, puisqu'il avait pas trop d'équipiers à mettre à la planche à l'avant. Donc il s'est retrouvé un peu esseulé dans ce groupe à la tête. Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher ses bidons tout seul, qu'on n'a pas d'équipier pour venir se ravitailler, etc. On est toujours un peu obligé de se débrouiller par soi-même. On prend peut-être un peu plus de vent aussi, je pense que dans un peloton complet. Un groupe à 50, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, de plein d'équipes différentes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et donc les intérêts divergent et ça roule pas forcément super bien. Et par contre, ce qui a été important, c'est que ça a enclenché une course très rapide, hein, tout simplement, puisque vu qu'on avait un gros groupe à l'avant, avec pas mal de coureurs qui voulaient prendre de l'avance et un favori présent à l'avant, et je parle pas de Guillaume Martin, mais je parle de Remco Evenepoel, ça a accéléré derrière, et vu que ça accélère derrière, ça accélère devant, ce qui nous a fait une course vraiment ultra rapide, très usante pour les organismes. Donc moi, je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure des courses pour faire un bon résultat pour Paul Sexas, qui est très jeune. Bon, finalement, a priori, ça a peut-être porté un peu plus préjudice à Remco, mais j'en suis même pas tant certain, parce que dans son interview à l'arrivée, pardon, il n'a pas mentionné vraiment le fait d'avoir perdu de l'énergie dans dans cette course-là. Même si je pense que Remco, c'est quand même un coureur qui est assez orgueilleux, donc je suis pas sûr qu'il l'aurait dit, mais ça a peut-être joué un petit peu malgré tout. Bon, à savoir dans quelle proportion, en tout cas, Remco Evenepoel était très loin du compte, puisque tout est revenu dans l'ordre, personne n'a attaqué, Pavel Sivakov a fait un boulot dingue. Et ensuite, Benoît Cosnefroy a lancé Pogačar dans la Redoute. Il l'a pas lancé très longtemps, parce que Pogačar a attaqué presque à 1 kilomètre du sommet. Attaque comme il en a l'habitude. On se souvient que l'an dernier, juste pour rappel, Pogačar a attaqué, on n'a même pas essayé de le suivre. Je crois que c'était il y a 2 ans, c'était Carapaz qui avait essayé. Là, l'an dernier, on l'a laissé partir, on s'est dit, on sait qu'on joue pas dans ta cour, pars devant, mon grand. Et puis nous, on fait notre petite guéguerre entre nous. Là, Pogačar met la même attaque, sauf que Paul sait que ça s'accroche. Franchement, j'étais comme un fou devant ma télé quand j'ai regardé le replay. Quelle performance de s'accrocher à la roue de Pogačar là dans cette côte de la Redoute qui a l'air si dure. Je dis pas qu'il l'a fait facilement, hein. D'ailleurs, il l'a dit, Paul Sexas, à l'arrivée, au sommet de la Redoute, je voyais flou. Il a essayé de remonter un peu au niveau du pédalier de Pogačar à la fin là, pour lui montrer, je suis encore là, mais je pense qu'il était très entamé. Ils ont battu le record de l'ascension de l'an dernier, je crois de 13 secondes. Hem, donc ça classe quand même le personnage parce que c'est pas un Pogacar au rabais, hein, qu'on avait clairement sur cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Il est extrêmement fort, il a roulé plus vite que jamais, alors que la course s'est démenée sur un rythme, très élevé aussi. Donc franchement, on a du très, très grand Pogacar aussi aujourd'hui, il faut le préciser. Et les écarts qui ont été faits dans cette côte de la Redoute, on a Skelmose qui était très fort malgré tout, qui s'est pris plus de 20 secondes dans l'ascension. Les autres, tous à plus de 30 secondes. Il y a une image pardon, d'hélicoptère qui était assez saisissante où on a vu d'abord les deux premiers qui étaient quasiment au sommet et ensuite le panoramique pour aller chercher les gars qui étaient un peu derrière. C'était complètement fou. Et donc, dans cette côte de la Redoute, on a vu dès le début que Remco était pas dans le rythme. Il entame pas très bien positionné et c'est lui qui fait la première cassure. Donc, je pense que Remco, c'était un effort trop punchy, trop intense, trop intense. Il était probablement pas dans les meilleures conditions, hein, parce que Remco, je pense, des championnats d'Europe l'an dernier, des championnats du monde, il était plus fort que le Remco Evenepoel qu'on a vu aujourd'hui. C'est un peu décevant quand même. Mais donc, Pogacar et puis Sexas qui s'isolent à l'avant. Sexas met des gros relais à Pogacar. Je dirais pas qu'ils étaient à 50-50 en termes de relais, mais peut-être 60-40. Franchement, Sexas, c'est impressionnant. Moi, je pense qu'à sa place, je me serais fait tout petit dans la route Pogacar. Bah, parce que Pogacar, c'est le gars qui a gagné 3 fois les Bastogne-Liège avant ça, qui est champion du monde, qui est l'ultra favori. Mais non, Paul Sexas s'est dit, je veux qu'on prenne de l'avance pour qu'on joue la gagne en un contre un et qu'on soit pas embêté par les gars de derrière. Donc
Paul Sexas a pris des relais. Je sais pas si on peut vraiment parler d'erreur. Je pense que tactiquement, il aurait pu en donner moins. Euh, mais je pense aussi que Paul Sexas aurait été lâché malgré tout. Même s'il était resté derrière Pogacar, je pense qu'il y a quand même un écart de niveau qui est un peu trop élevé. Et malgré tout, il y a moyen que Pogacar aurait lâché aussi Paul Sexas dans la côte de la Rochefaucon, même si Paul Sexas avait pas trop relayé. Donc c'est pas un vrai débat, non. Je pense que Paul Sexas était quand même moins fort que Pogacar, on va pas se mentir. Bon, la question de relayer à tout prix parce qu'on a un champion, qu'on a de l'ego et qu'il faut relayer, moi je suis pas fan de cette de rhétorique-là non plus. Le vélo, c'est pas un concours de watts, sinon on se met tous sur Zwift et on appuie très fort sur les pédales. C'est aussi de la tactique et donc je pense que Sexas aurait peut-être dû relayer un peu moins. Après, bon, c'est déjà le premier podium de Sexas sur un monument, c'est pas rien, donc c'est quand même important de préserver une deuxième place. Et là, ouais, quand même, il s'est préservé une belle place. Il finit qu'à 45 secondes de Pogacar. Je pense qu'il y avait à peu près une minute si Pogacar s'était pas relevé. Belle course de Sexas, mais donc là, la Roche au Faucon, c'était la goutte de trop et on le comprend. Mais déjà, une course vraiment phénoménale de Paul Sexas, tout simplement, qui impressionne de plus en plus. Pour rappel, Paul Sexas, quand même, l'an dernier, euh, à cette époque de l'année, c'est un Tour des Alpes qui finit à la 12e position. Et les mecs devant lui, c'est Storer, qui lui met 8 minutes, Arensman, Derek G, Giulio Ciccone, Félix Gall, Damiano Caruso, Max Poole. C'est pas non plus des coureurs d'un standing super élevé. Et là, je pense qu'on a vu très clairement avec ce Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment la confirmation que Paul Sexas est dans le top 5 des meilleurs coureurs du monde, je pense. Et c'est complètement fou en termes de progression. Et là, on a vu, c'était un moment où il y avait Remco, Sexas et puis Pogacar qui étaient tous au même niveau. Et je pense que Remco aurait dû faire mieux. Remco vient chercher une troisième place quand même. Donc quand on regarde le podium, on se dit oui, bon bah c'est à peu près le scénario qu'on s'attendait. Pogacar devant et puis derrière un podium avec Sexas et Evenepoel. Sauf que le scénario de la course, il traduit pas du tout ça. Il traduit que Paul Sexas était vraiment très très fort, pas très loin d'accrocher Pogacar tout du long, et que Evenepoel lui a complètement craqué dans la côte de la Redoute. Après, il faut quand même féliciter Remco d'une certaine manière, parce que l'an dernier, il a totalement pété un plomb, il s'est arrêté et tout. Là, c'était du grand n'importe quoi. C'est le Remco qu'on n'aime pas, qu'on déteste. Là, cette année, il était moins fort. Et par contre, il avait une pancarte énorme. Donc, quand vous vous retrouvez dans le gros groupe là qui va se jouer la troisième place, encore une fois cette année, il y a 22 mecs qui se font la bagarre pour la troisième place. Et que vous avez une pancarte comme Remco Evenepoel, c'est vraiment pas une situation facile. Et il y a vraiment moyen de péter un plomb parce que tout le monde prend ta roue, personne ne te relaie, c'est l'enfer. Et je trouve que là-dessus, il a été un peu plus mature, Remco, et il a fait une super course pour faire troisième, ce qui était vraiment pas donné vu son niveau. Enfin, son niveau dans les ascensions, hein, qu'on s'entende, parce qu'après, son niveau sur le plat, il était quand même assez stratosphérique, mais le troisième plus fort dans les ascensions, c'était clairement Mathias Kelmose, qui lui a bien bataillé, qui aurait mérité très fortement cette troisième place. Mais bon, Remco a énormément travaillé derrière, il allait la chercher au sprint. Encore une fois, il a montré qu'au sprint, c'était un homme différent. Bon, là, c'est un sprint de mort à 260, après 260 km et 4100 mètres de dénivelé, hein. Donc, c'est pas non plus un sprint sur une étape de plat du Tour de France. Mais très très fort Remco sur ce sprint-là. Et donc, il vient chercher la troisième place malgré tout. Assez amusant. Emil Verstringhe quatrième. On se disait, il y a toujours un gros groupe qui se joue la troisième place, ou une place un peu d'honneur comme ça. Et parfois, on a des petites surprises. Qui peut être la surprise cette année? Bah, dans ce groupe-là, il y avait quand même beaucoup de coureurs très forts. Ceux qu'on attendait peut-être un peu moins, bah, c'était le duo de Alpecin, Emil Verstringhe, Ramsès De Bruyne, même s'ils avaient fait des belles performances hein, sur les courses d'avant. Mais sinon, le reste, c'est que du très très lourd dans ce groupe qui se joue le top 3. Et donc, Verstringhe vient chercher la quatrième place. À noter, petite dédicace quand même au Petit Plateau, émission très sympa à suivre. Il en avait parlé, il s'était dit, allez, moi, ma hot take, c'est dire Verstringhe sur le podium. Et ben, on n'en est vraiment pas passé très loin. Mais donc, quand même, beau travail de Remco, franchement, pour réussir à conserver du contrôle dans ce groupe. Alors que Jane Day, il a vraiment pas aidé, hein. Jane Day, il a pas roulé pour Remco, il est parti tout seul devant. C'était quand même une bonne gestion de Remco. Il a su garder ses nerfs. Il a fait le sprint comme il le fallait. Il est allé chercher les gars quand il le fallait. Donc, chapeau Remco. C'est très décevant quand même hein, pour les Belges. Je pense que
Je sais pas comment vous voyez ça. C'est très décevant parce que nous, on l'attendait dans la bagarre avec Pogacar et Sexas. Mais il a quand même sauvé les meubles là où il le pouvait. Donc voilà. Moi, ce qui m'a fait mal quand même de Remco, c'est son interview après course, où le gars a l'air presque content de faire troisième. Ben, on attendait un peu mieux de Remco, malheureusement. C'est la place, Remco, c'est pas de faire troisième, c'est d'aller se battre devant avec les premiers et les deuxièmes. Donc c'est un peu dommage, mais bon, malgré tout, une course un peu sauvée. Si on regarde le reste du top 10, Emile Verstringhe, super perf, quatrième, Egan Bernal, cinquième, ça montre quand même que le Tour des Alpes, c'est pas une mauvaise préparation pour les Bastogne-Liège. Il était pas le plus fort, Egan Bernal, au Tour des Alpes, hein. Des mecs comme Storer et puis Arensman étaient à son niveau, et Pellizzari était plus fort, mais là, Bernal vient chercher une belle place. Côté français, Romain Grégoire qui fait 7, Léo Bizio 12, Léo Bizio 12, waouh! On savait que la Décathlon aurait une belle équipe. D'ailleurs, la Décathlon a beaucoup roulé en début de course. Je crois que c'est surtout Antoine Lotte qui a pris la principaux relais. Décathlon qui s'est vraiment montré au niveau et qui est en train de s'imposer comme une équipe taille patron. Donc, franchement, super. Et puis là, Léo Bisio, on parle beaucoup de la jeunesse de Paul Sexas qui a 19 ans, mais Léo Bisio, 21 ans, s'accrocher dans ce groupe-là, la faire 12e, sachant qu'il n'est pas très bon au sprint, et peut-être qu'à la jambe, il aurait pu faire un peu mieux que 12e. Super course quand même de Léo Bisio, Champoussin qui fait 14e. Champoussin, on l'attendait un petit peu. Alex Baudin aussi. Donc, c'est des coureurs qu'on attendait. On est très content de les voir à ces places-là. Et ensuite, sinon, on avait Quentin Paché et Rudy Mollard qui ont fait des belles courses et qui ont fini respectivement 29 et 30. 27 et 29, pardon. Guillaume Martin 31, on se doutait que c'était un peu trop dur pour lui. Et Kevin Vauquelin 34. Kevin Vauquelin 34 et Axel Laurence 37, c'est mes petites déceptions, on va dire, côté français. Vauquelin, bah, j'ai l'impression de dire la même chose en boucle. Je m'excuse, je radote, je suis un peu vieux. Mais Kevin Vauquelin, malheureusement, bah, dès que ça passe de 150 km que c'est trop dur, il arrive pas à répondre présent. Donc, moi j'avais peur qu'il craque cette année parce que c'est trop dur. Bah, il l'a fait, il a craqué 34e. Axel Laurence, bon, 37, c'est un peu dommage, mais tant pis. Et Benoît Cosnefroy et Pavel Sivakov, quand même, il faut en parler parce qu'ils ont fait un super travail pour Tadej Pogacar. Bref, les enseignements de ce Liège-Bastogne-Liège, bah, c'est que Pogacar est plus fort que jamais. Il bat encore ses meilleurs temps sur Liège. Euh, très très fort, franchement. Euh, quatrième, quatrième Liège-Bastogne-Liège. C'est complètement fou, hein, tout simplement. Le gars a 5 tours de Lombardie, 4 Liège-Bastogne-Liège, 3 tours des Flandres et puis un Milan-San Remo. Donc ça fait, si je dis pas de bêtises, 13 monuments. Il est impérial sur Liège, il n'y a rien à dire. Et on s'est assez joué à un sprint de Wout van Aert que le mec qui gagne les 5 monuments de l'année. Parce que franchement, le Tour de Lombardie, quoique, vu la progression de Sexas, on en reparle, mais il reste quand même archi favori pour le Tour de Lombardie. Et très clairement, il va aller chercher 4 monuments cette année, hein. C'est très très probable. Et il est passé vraiment pas à grand-chose d'en chercher 5 à une stratégie de course un peu étrange sur Paris-Roubaix avec des voitures qui étaient trop loin. Et c'est probablement ça qui lui coûte les 5 monuments dans la saison. Donc, saison stratosphérique de Pogacar. Euh, voilà. Rien à dire, il est plus fort que jamais. Et il est en train d'aller chercher des records, des sommets de vélo qui sont complètement ahurissants. Et le deuxième enseignement, c'est qu'il a beau être plus fort que jamais, il y a un gars qui lui a fait peur cette année, c'est Paul Sexas. Je dirais pas qu'il lui a fait vraiment peur. Il a été impressionné. Je pense que Pogacar était quand même confiant tout du long, mais là, il commence à se dire, ouais, la progression de Sexas, là, c'est peut-être que l'année prochaine, je suis pas serein. Cette année, je pense que ça va aller pour Pogacar. Il sera un peu tranquille, mais l'an prochain, ça va commencer à jouer un peu plus serré, peut-être, hein. Enfin, on verra quelle sera la coupe de progression de Sexas. Donc c'est là deuxième enseignement, c'est de se dire, bah, Paul Sexas, il a encore passé un step, hein. À chaque course de cette année, il a passé un step, même de l'an dernier. Si on reprend vite fait l'an dernier, quand même, il y a ce Tour des Alpes là, où il commence un peu à se révéler, où il vient chercher une deuxième place d'étape avec Nicolas Prodhomme, on s'en souvient. Ensuite, il y a le Dauphiné où il passe un créneau juste après, là, c'est même pas un mois après. Si c'est un mois après, pardon. Il va chercher la huitième place du Dauphiné, en étant vraiment fort. Ensuite, Tour de l'Avenir, là, il a un peu régressé à ce moment-là, il n'était pas en super forme, mais championnat du monde à Kigali, 13e en étant très bon. Là, on se dit, il passe une étape. Ensuite, il y a la double étape là où il passe, où il fait les championnats d'Europe, où il est vraiment le troisième plus fort. Ça se bat un peu avec Scaroni, etc. Mais quand même, il fait troisième de ces championnats d'Europe, c'était assez exceptionnel. Septième du Tour de Lombardie, c'était dans la même veine. Cette année, le Tour d'Algarve, où il vient chercher la deuxième place au classement général, une étape d'un Ayuso qui était très fort.
Lafo Ardèche qui l'explose, Strade Bianche il fait deuxième, il résiste à Pogacar, il écrase Isaac Del Toro. Euh, Ce Tour du Pays Basque, il va chercher sa première course pour le Tour par étape, où il met la concurrence très très loin. Flèche Wallonne qui vient gagner en patron. Flèche Wallonne, en plus, on s'était dit, c'est pas forcément un puncher. Bon, bah, la Flèche Wallonne, il vient la gagner. Et là, deuxième de Liège-Bastogne-Liège, où il se place plus fort que Remco, très loin de Pogacar, qui est plus fort que jamais. Bah, c'est une courbe de progression exceptionnelle. Et on en parle aussi de son punch. Moi, j'étais impressionné. Je pensais, sur le ce que j'avais vu sur les courses d'avant, qu'il était très fort en montagne, qu'il avait un coffre exceptionnel. Mais je me suis dit, en termes de punch, je suis pas sûr qu'il tienne. Et bah, en 4 jours, il a gagné la Flèche Wallonne et il a tenu Pogacar dans la côte de la Redoute. Donc bon, je pense que en termes de punch, c'est difficile de faire mieux. Donc bah voilà, punch exceptionnel. Jusqu'où va progresser Paul Sexas? Franchement, c'est là, il va couper. On connaît pas encore son programme pour la suite de l'année. Bon, on s'oriente quand même à peu près sur un Tour de France, on va pas se mentir. Mais là, il va partir un peu en vacances. Et je dis pas que la courbe de progression sera infinie, hein. Vu qu'il a percé très tôt, Paul Sexas, il va pas continuer à progresser jusqu'à 30 ans, très clairement. Mais là, pour l'instant, il est sur une courbe constamment croissante. Je vois pas ce qui peut l'arrêter. Et à un moment, bah, là, c'est la première fois qu'il bat Evenepoel dans une course si importante. Il y avait un monde d'écart entre les deux aujourd'hui. Bah, on verra sur le Tour de France. J'espère qu'il y sera finalement parce que ça sera très cool de le voir se confronter à Remco encore une fois, à Vingegaard qui sortira du Giro, certes, mais un Vingegaard quand même. Et puis voir comment il est par rapport à Pogacar. Il sera derrière, je pense, hein, mais à quel point il sera derrière, comment il réagira sur 3 semaines, ça sera franchement la grosse interrogation, mais il a encore passé un cap. Et c'est super impressionnant. Voilà. Euh, Par curiosité, un peu malsaine, j'ai regardé les cotes pour le Tour de France 2026. Pogacar à 1,30, Vingegaard à 6, Paul Sexas à 6. Ça montre que les bookmakers pensent que Paul Sexas a autant de chances que Vingegaard d'aller chercher le Tour de France et qu'il doit être à peu près au même niveau. Bon, Vingegaard lui sortira du Giro, qu'on soit bien d'accord, hein, mais c'est complètement fou. Remco Evenepoel est à 15. Bah voilà, l'écart se creuse. Et autant avant ce Liège-Bastogne-Liège, je disais que Remco était malgré tout encore plus fort, avait encore une galaxie un peu au-dessus que Paul Sexas. Là maintenant, vu le résultat de la course aujourd'hui, bah, factuellement, Paul Sexas est meilleur que Remco. Bon, c'est qu'une étape d'un jour, il y avait des circonstances atténuantes. Malheureusement, il a souvent avec Remco. J'attends de revoir encore un petit peu, mais je pense qu'on peut les mettre à peu près sur le même plan. En tout cas, sur les plans de la montagne. Je pense qu'en chrono, il y a encore un boulevard entre les deux, hein. Très clairement, Remco, c'est une machine à rouler, etc. Il n'y a rien à dire, mais en termes de dimension globale du coureur, bah, je pense que c'est ça, c'est en train de se mettre à la table de Remco, et on se demande presque s'il va pas bientôt l'en éjecter. Donc bon, voilà. C'est super, franchement, c'est très bien pour l'avenir français. Paul Sexas, il n'y a rien à dire. Il va progresser encore et encore. Moi, je suis content qu'il ait pris une petite claque là quand même. Il a essayé de suivre Pogacar, il s'est rassuré en montrant qu'il était très fort, mais il a quand même vu qu'il restait encore un monde entre les deux, un peu comme au Stradé finalement. C'est bien, parce que ça montre à Paul Sexas qu'il y a encore du boulot pour aller chercher les meilleurs mondiaux. Et finalement, c'est une bonne nouvelle de savoir que ce gars-là qui va tout écraser sur les courses où il passe, où il passera, a encore des adversaires beaucoup plus forts que lui, pour le calmer un petit peu de temps en temps et pour donner un peu d'adversité. Parce que ce qui était beau là, dans cette course-là, c'est il y avait de l'adversité entre Pogacar et puis Sexas. C'est qu'on s'est dit, Pogacar a attaqué 4 fois dans la redoute, il a pas réussi à le larguer. C'est ça qu'on aime. Et moi, je veux dire, Pogacar, là, sa victoire, elle m'a fait plaisir en un sens. Alors que l'an dernier, j'étais dégoûté. Parce qu'il est parti tout seul, il n'y a pas eu de bagarre. Là, cette année, bah, il allait la chercher, cette victoire, Pogacar. Il a attaqué 4 fois dans la redoute, il n'a pas réussi à larguer Sexas. Il a dû attaquer plusieurs fois dans la Roche au Faucon pour réussir à s'en débarrasser. Bah, c'est une victoire qui a plus de valeur que la victoire de l'an dernier. Donc voilà, c'est très bien que Sexas s'est pris aussi une petite claque. Même si c'est quelqu'un qui est terre à terre. On se souvient, il avait quelques déclats sur le Tour du Pays Basque où on sentait que il avait compris qu'il était très fort. C'est bien de temps en temps d'avoir aussi un peu d'adversité à qui se confronter. Donc voilà, mais c'est super intéressant pour l'avenir, bien entendu, le développement de Paul Sexas. Et ensuite, bah, il y a des petites. Ah, d'ailleurs, sur Paul Sexas, j'aimerais bien savoir si vous êtes étranger, si vous n'êtes pas français, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, peut-être hors suspicion de dopage, mais je veux dire, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui?
est-ce que d'un point de vue étranger, c'est aussi super grisant d'avoir Sexas qui suit Pogacar? Parce que c'était le cas pour nous les Français, mais je m'interroge aussi pour ce qui se passe ailleurs, notamment si vous êtes belge, c'est assez intéressant comme point de vue. Et donc Remco, bah compliqué Remco, hein. C'est pas du grand Remco, c'est pas le... Même si je disais que dans l'attitude, il a quand même fait une bonne course, parce que avec les jambes qu'il avait, faire troisième de la manière dont il a couru, c'était un bon résultat, mais il a gagné que deux fois Liège, alors que quand il la gagne pour la première fois en 2022, on se dit qu'il va le gagner des dizaines de fois. Et bah voilà, il y a toujours des gars plus forts que lui. Il y a un gars qui est plus vieux qui s'appelle Pogacar, qui est de 98 alors que Remco est de 2000. On se dit que Pogacar il va prendre sa retraite assez vite parce que il a l'air un peu blasé parfois du cyclisme. Donc à un moment Remco il sera là et Pogacar ne sera plus là a priori. Donc là il pourra gagner des courses. Et par contre, bah, il y a Sexas qui est en train de monter et en fait finalement Sexas lui est beaucoup plus jeune. Donc on se dit est-ce qu'il y a un moment où Remco sera vraiment le plus fort sur les courses? Bah là, en fait, il y a toujours un coureur plus fort que lui, que ça soit Mathieu Van Der Poel sur certaines courses, que ça soit Pogacar sur d'autres, que ça soit Vingegaard, et maintenant peut-être aussi Sexas sur certains parcours. Donc un peu décevant quand même Remco. Moi là j'ai espéré quand même qu'il soit au moins au niveau de Sexas, mais bon, bref. J'espère qu'il nous sortira des belles courses à l'avenir aussi. Mais finalement, on presque à se dire que Liège c'est un peu trop dur pour Remco et qu'il a plus de chances de briller sur un Paris-Roubaix, sur un Tour des Flandres. Mais bon, on en reparlera à l'avenir, on verra comment ça évolue, mais on va dire donc point positif, l'attitude de Remco, parce qu'avec les jambes qu'il avait, il a très bien couru, il s'est pas trop énervé, il y a un petit peu un moment quand même, mais c'était normal parce qu'il avait une pancarte énorme. Mais sinon, un peu décevant quand même, parce que on attend mieux de Remco. Et c'est aussi un signe d'affection de dire ça, hein, c'est que on espère plus pour lui, donc c'est un peu décevant quand on le voit se contenter d'une troisième place pardon, au sprint devant Verstringhe sur un Liège-Bastogne-Liège. Voilà. C'était pour le débrief de cette édition de Liège-Bastogne-Liège. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse. Donc là, il y a le Tour de Romandie, je crois, qui commence la semaine pro avec Pogacar qui va ajouter une nouvelle course World Tour à son palmarès. Et puis ensuite, il y aura le Giro qui s'enchaînera. Donc là, on a fini la saison des classiques, c'est un peu triste, mais ça laisse présager aussi des choses intéressantes pour les courses par étapes. Et puis le Tour de France qui va se profiler petit à petit. Et a priori, avec Pogacar, Vingegaard, Remco et puis c'est Paul Sexas, pardon. Donc ça sera assez cool à suivre. J'espère que cet épisode vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour une prochaine, pardon. Salut.